Merci beaucoup, Claude Guépin, et merci d'avoir accepté d'être l'ombudsman, le maître de séance en quelque sorte, pour distribuer tout à l'heure la parole. Car j'ai lu cette lettre ouverte qui m'a été donnée à l'entrée, et la rencontre de ce soir pourrait être une rencontre de dialogue, évidemment, entre nous. Donc, le maximum d'entre vous puisse s'exprimer, exprimer leur point de vue, leurs suggestions, leurs craintes, me paraît tout à fait naturel et nécessaire. Aujourd'hui, je veux dire simplement, je vous dis d'emblée que la règle du jeu soit de se respecter les uns les autres. On n'est pas forcément du même avis sur ce dossier-là, on verra ça tout à l'heure, mais entre citoyens responsables, nous devons pouvoir dialoguer entre nous. Je tiens à saluer le travail d'Olivier Witz, qui porte ce projet suite à une première phase de concertation qui avait eu lieu sous la conduite de Robert Herman. Robert Herman est aujourd'hui président de l'Eurométropole, et Olivier Witz est, de mon point de vue, le plus qualifié pour aujourd'hui porter le projet, puisqu'il est adjoint de quartier et qu'en plus, il est chargé des finances de la ville de Strasbourg, adjoint aux finances. Ces deux aspects de sa fonction sont évidemment importants et m'ont amené à le choisir pour porter ce dossier qui est un dossier important pour la ville de Strasbourg, pour le quartier et puis aussi pour l'avenir. Je voudrais que d'emblée dire que ce débat public est normal. Même s'il suscite la passion, même s'il y a des avis contradictoires, il est normal que les citoyens de Strasbourg s'intéressent au destin d'un bâtiment emblématique de la ville de Strasbourg. C'est pas M. Oressel, que je salue, le président des Amis de Strasbourg, qui est présent aussi parmi nous ce soir, qui dira le contraire à ce sujet. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce débat, et je vais vous dire une chose, pour l'instant, il n'y a aucune décision définitive prise là-dessus. La seule décision qui est prise, c'est qu'on ne peut pas rester dans le statu quo ante, dans la situation d'aujourd'hui. Ce bâtiment emblématique, c'est grave, il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser en état, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, ici, dans ce palais universitaire, qui nous rappelle des souvenirs lointains, et cette salle en particulier. Les différentes expressions publiques sur ce sujet montrent bien l'engagement et l'intérêt que suscitent les bains, et le maire que je suis ne peut que se réjouir de ce bouillonnement. Je sais également que plusieurs groupes d'étudiants travaillent aujourd'hui sur ce sujet, preuve supplémentaire qu'il s'agit bien d'un objet d'étude de premier ordre, évidemment. Comme vous le savez, peut-être, je suis personnellement et je dirais affectivement attaché à ces bains municipaux. Je l'ai déjà dit publiquement, donc je le répète aujourd'hui, c'est bien dans cette piscine que j'ai appris à nager, et à l'époque, d'ailleurs, l'eau de la piscine n'était pas aussi chaude qu'aujourd'hui, ce qui fait que très souvent, les gamins avec qui j'étais se réfugiaient sous les douches, qui étaient plus chaudes. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je connais bien cet établissement de bain, et j'y ai passé de nombreuses heures de mon enfance et de ma jeunesse. Donc je suis particulièrement attentif à l'évolution de ce lieu, qui à l'époque était plutôt une piscine de quartier. J'y suis attaché, comme vous, je pense, dans cette salle, comme l'ensemble des associations de préservation du patrimoine, comme les habitants de Strasbourg en général. Ces bains municipaux construits, vous le savez, selon les plans de l'architecte Fritz Peblo, demeurent historiquement le symbole de l'affirmation du pouvoir municipal face à la Neustadt impériale. Il est intéressant à cet égard de remonter le temps. C'est, mesdames et messieurs, en 1894 qu'on trouve la première mention dans le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin de la nécessité de doter Strasbourg d'un établissement de bains municipaux. La décision de construire cet équipement
a été validé le 12 octobre 1898 en conseil municipal, et c'est le 3 février 1904 que fut présenté l'avant-projet tourné vers les fonctions d'hygiène et de loisirs. On le voit, on parle souvent des lenteurs administratives d'aujourd'hui, mais elles existaient déjà à l'époque. Entre la première mention de 1814 et la réalisation d'ouverture, il a fallu 10 années de discussion et de travaux également. C'est bien donc l'illustration de la volonté politique de la municipalité de cette époque de se préoccuper de ce qu'on appellerait aujourd'hui la santé publique. D'ailleurs, notre souhait de proposer des activités au sein de l'établissement dans le cadre du dispositif sport santé sur ordonnance s'inscrit, je crois, pleinement mutatis mutandis dans cette fonction ancienne qui doit perdurer dans le nouveau projet dont nous allons parler ce soir. Donc ce temple de l'hygiène, c'est comme ça qu'on l'a appelé à l'époque, eh bien un joyau patrimonial. Ce projet de rénovation des bains est d'autant plus important à mes yeux qu'il concerne l'un des principaux éléments majeurs de la Neustadt, candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en prolongement de celle du centre historique de la ville. Les bains municipaux s'inscrivent dans un ensemble urbain de grande qualité, mais longtemps ignoré. C'est la Neustadt. J'ai souhaité valoriser son architecture et ses paysages en proposant d'étendre le bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de la grande île à la Neustadt, à la ville impériale, comme on dit aussi parfois, offrant à ce quartier une reconnaissance suprême. Et après plusieurs années de recherche scientifique, d'inventaire et de préparation, le dossier de candidature sera remis au ministère de la Culture, puis à l'UNESCO, au cours de l'année 2016. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je me suis engagé à rénover et à réhabiliter ce monument. Il en a, ça a été dit par M. Thommen, grandement besoin. Je voudrais quand même rappeler à ce sujet que d'autres villes, disposant également d'un grand établissement de bains, ont fait des choix différents. Je pense à Roubaix, où les bains sont devenus le musée d'art et d'industrie, à Colmar, où l'espace des bains devient un espace événementiel de bains. C'est des choses qui sont des vérités. Je ne vois pas pourquoi il faut contester cela. Je dis que d'autres ont fait d'autres choix et que nous faisons notre choix. Les choses soient claires entre nous. Si on ne peut plus dire des réalités, alors je pense qu'il y aura un petit problème de dialogue entre nous. Pour mener à bien la phase d'étude, eh bien, qui nous aidera à bâtir le programme de rénovation, nous avons décidé de recourir à un partenaire qui existe plutôt que d'en créer un supplémentaire. Nous avons ainsi confié cette mission à la société publique locale de Rives. Pourquoi? Parce que par son objet et son statut, cette SPL, comme on dit, est en capacité de mener à bien ce travail et de réaliser notre objectif de maîtrise publique globale de l'opération. La SPL est en effet une société complètement intégrée dans la sphère publique, 100% de son capital est réparti entre ces deux collectivités actionnaires, à savoir la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Je voudrais d'emblée dire très clairement que, pour moi, il est indispensable que ce bâtiment reste accessible aujourd'hui et demain à l'ensemble du public intéressé. J'entends parfois dire qu'on ferait un plan hôtel, etc. C'est évidemment faux. Donc le bassin et les douches seront accessibles au grand public. Pour le reste, à savoir l'art romain et l'ensemble des surfaces qui aujourd'hui sont inoccupées, c'est-à-dire la moitié de l'ensemble du bâtiment, je souhaite qu'on puisse en discuter. Donc il faut que cela soit dit et répété pour couper court à ces rumeurs ou à ces critiques qui sont infondées.
non seulement le bâtiment sera accessible à tous, mais il sera au même tarif que les autres piscines de la communauté européenne. Ce qui ne veut pas dire que les saunas ou le reste soient au même tarif. Là, on aura peut-être un désaccord là-dessus, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Je rappelle quand même que pour accéder à la piscine, aujourd'hui, au tarif de base, on a un tarif qui n'est pas le même pour le sauna et pour les autres facilités qui sont offertes par cette piscine. À propos des études passées, là j'entends aussi toutes sortes de commentaires, et je lis la presse à propos des études passées. Je souhaite que l'on poursuive leur communication. Ils ont été donnés, et c'est Olivier Witz qui s'en est chargé, comme je le lui ai demandé. Je suis pour la totale transparence, même si on n'est pas obligé de faire. Théoriquement, les études préalables servent pour préparer les décisions et elles sont communicables après. Et moi, je les ai communiquées. Elles ont été communiquées et elles sont largement commentées. Ce sont les aides à la décision. J'entends aussi dire de temps en temps, mais on fait beaucoup trop d'études. J'ai fait le total des études, je les ai ici. Je vais les détails, c'est un peu fastidieux. En tout, aujourd'hui, y compris avec la dernière étude qui est en cours aujourd'hui, on est dans environ 500 000 euros d'études, dont la moitié, 250 000 euros, qui sont des études obligatoires. Recherche d'amiante, enfin, analyse d'amiante, analyse archéologique, tout cela, quoi qu'on fasse, est indispensable, il faut le faire. Quand on a un projet de 30 millions d'euros, consacrer 500 000 euros, dont la moitié sont obligatoires, et le reste pour essayer de voir clair dans la gestion à venir et dans l'investissement à venir, ça ne me paraît pas disproportionné. Il faut quand même savoir de quoi on parle et comment on va faire le meilleur choix possible pour l'avenir. J'ajoute que Olivier Witz a proposé une charte que certains trouvent insuffisante, qui a le mérite d'exister, on en a pas eu beaucoup dans le passé, et le conseil municipal, ainsi que le conseil de l'Eurométropole de la Foulée, a voté ce principe de cette charte qui trace les grandes orientations du projet d'amélioration. Et cette charte, je le répète, n'est pas un geste anodin. Il est rare, c'est rare, de formaliser ainsi des principes précis s'agissant de la rénovation d'un bâtiment. Et c'est bien parce qu'il s'agit des bains municipaux, parce que cet établissement ne ressemble à aucun autre, que nous avons adopté, nous avons souhaité adopter cette charte. Et donc nous nous engageons, cette charte nous engage à conduire cette opération, malgré la difficulté du temps et les contraintes budgétaires que vous connaissez aussi bien que nous. Que dit cette charte? Elle dit la chose suivante: le projet devra, je cite, valoriser la dimension patrimoniale exceptionnelle du bâtiment, dont la propriété restera publique, conserver les fonctions actuelles baignables de l'établissement, optimiser ses capacités selon des principes de sobriété énergétique et de développement durable. On a entendu tout à l'heure l'état de l'existant. On ne peut pas laisser les choses en l'état,